Bonjour le Bénin, bonjour à toutes et à tous. Comme toujours, c'est un plaisir de partager ces instants de télévision en votre compagnie. Nous sommes aujourd'hui mardi 3 juin 2025 et nous allons parler santé, nous allons parler environnement, nous allons parler également sécurité routière, de la puberté à la ménopause. Les règles, vous le savez, font partie de la vie des femmes, mais il arrive pour certaines d'entre elles que les périodes de menstruation soient synonymes d'une véritable bataille féroce. Si vous avez tout essayé, bouilloire, tisane calmante ou médicaments, et que les règles continuent de vous faire souffrir chaque mois, même parfois avant que le sang ne s'écoule, le bon réflexe et surtout justement, j'allais dire, de ne pas garder cette douleur pour vous. Consulter un médecin est essentiel. Cela permettra, entre autres, de détecter une maladie sous-jacente, règles douloureuses, simples crampes aux prémices d'une pathologie. Yasmine Damata s'interroge pour nous, ou elle interroge pour nous un spécialiste pour avoir des réponses. Et gros plan dans cette émission sur le nouveau directeur général de l'environnement et du climat, Ibrila Djibril, après la succession de Martin Pépé Aïnan, ce haut cadre du ministère du cadre de vie vient partager avec nous sa feuille de route, ses priorités et ses aspirations pour un Bénin plus vert. Il est l'invité de William Apollinaire Tchoki. Tiens, on parle de Bénin vert. Depuis 41 ans, le Bénin commémore chaque 1er juin la journée nationale de l'arbre, une initiative pour restaurer le couvert végétal de notre pays. Mais au-delà du folklore où chaque 1er juin, symboliquement, tout le monde plante des arbres dans une démarche presque mécanique, qui sont les vrais héros du reboisement et qui sont vraiment les champions d'un Bénin plus vert. Nous faisons le débat avec mes invités. Puis on parlera de cet accident de la route qui a fait 5 morts et 20 blessés. Une fois encore à Dassa, à l'origine, la collision entre un bus de transport en commun en provenance de Cotonou et un camion chargé de bétail. Un nouveau drame sur la route qui inquiète et surtout qui interpelle. Nous serons avec le Centre national de sécurité routière pour en savoir un peu plus. Fifamé, bonjour. Bonjour Herman. Comment allez-vous? Très bien, ça va. Et vous-même? Ça va, c'est un plaisir de vous recevoir sur la matinale. Plaisir partagé. Quand vous êtes là, c'est pour partager avec nous les informations d'ici. Le premier rendez-vous de l'information sur Bénin TV, le 7h, c'est le bulletin d'information. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au bulletin d'information que nous démarrons tout de suite par cette actualité. Lancement officiel ce lundi des épreuves de l'examen du certificat d'études primaires, session normale de juin 2025. Le top a été donné par le ministre des Enseignements maternels et primaires à l'école primaire publique de Kopa dans la commune de Lokossa. Évariste Zomarou et Samira Chabimane pour les détails. Tout le monde est prêt? Oui. Vous n'attendez que les épreuves? Oui. Sous une pluie battante, Salimane Karimou, ministre des Enseignements maternels et primaires, a parcouru les 9 salles apprêtées pour accueillir les 307 candidats, dont 163 garçons et 144 filles du centre de composition de Koudo. Nous sommes dans la commune de Lokossa. Je voudrais donc remercier tous ceux qui ont travaillé dans l'ombre pour que cet événement puisse tenir. Féliciter tous les acteurs du système éducatif pour les efforts au quotidien afin que chaque année nous puissions améliorer les performances dans ce secteur. Je voudrais également dire au ministre que dans le Mono, nous rêvons d'être un pôle d'excellence et c'est un honneur pour nous donc de l'accueillir ici. Moi, je ne suis pas heureux de voir des salles de classe là fermées alors qu'il y a des enfants qui sont dans la localité. Et vous comprenez pourquoi on est venu encore ici pour dire aux gens envoyez les enfants à l'école. 13 811 candidats vont à l'assaut de ce premier diplôme scolaire dans le Mono. Et malgré l'impraticabilité des voies, autorités et parents sont sortis nombreux à porter leur soutien aux candidats. Même si les raisons qui ont motivé à choisir la commune de Lokossa, Kopa, l'UPP Kopa comme centre de lancement de l'examen ne sont pas aussi reluisantes, nous prenons acte et nous ferons le nécessaire pour que cela soit rehaussé. Nous sommes très contents d'avoir le ministre sur notre territoire. Et non, les enfants ils vont tous réussir parce que c'est ce qu'ils ont appris en classe qui doit être encore sorti. Nous sommes là pour les soutenir et nous demandons au ministre, comme il est venu voir notre territoire, de voir encore la voie.
convaincu de ce que de futurs collégiens sortiront de ce centre, le ministre des Enseignements maternels et primaires les a invités à la sérénité et surtout à une bonne concentration. Et voilà qui consacre donc le coup d'envoi de cet examen du CEP session 2025. Dans tous les départements, les autorités préfectorales, municipales et les directeurs départementaux ont supervisé le bon déroulement de l'examen et se sont assurés du respect des consignes. Ulvaeus Balogun nous propose ici le point du déroulement de cet examen sur l'étendue du territoire national. Le certificat d'études primaires CEP session de juin 2025, c'est 271 890 candidats répartis dans 800 centres d'examen sur l'ensemble du territoire national. À l'instar de l'école primaire publique de Kopa à Lokossa, dans le département du Mono, les épreuves écrites ont été également lancées dans tous les départements du pays. Réveillez-vous, ne soyez pas timides, d'accord? Ça va bien se passer. Vous irez tous en sixième. Oui. Dans le littoral, c'est le centre de promotion sociale de Segbeya qui a réuni les candidats à besoins spécifiques. Au plan national, ils sont au total 98 candidats répartis dans 14 centres adaptés. Une inclusion qui reflète les efforts du gouvernement pour une éducation accessible à tous. Dans l'Atlantique, c'est l'école primaire publique Kokotomé 1, située dans l'arrondissement de Godomé, qui a vu les épreuves écrites lancées en présence du maire Angelo Armandinou et de quelques membres de son conseil communal. Pour le compte du département de l'Ouémé, c'est le complexe scolaire d'Azori 16 centres à Adjoum qui a accueilli le préfet. Marie Akotrossou a salué la digitalisation du processus ayant facilité l'organisation de l'examen. Je vous souhaite bonne chance. Et que Dieu vous accompagne, mes enfants. Dans le zoo, c'est 22 835 candidats qui planchent dans 76 centres de composition. Le respect des consignes et du bon déroulement des épreuves est de rigueur. À Parakou, c'est au centre de composition de l'école primaire publique Titirou que le coup d'envoi a été donné pour le compte du département du Borgou qui compte 28 473 candidats. Dans la Donga, le complexe scolaire de Pénésoulou a abrité le lancement départemental. À la clé, plus de 13 000 candidats qui planchent dans 35 centres. Toutes les dispositions sont prises pour faciliter le bon déroulement des épreuves. Les épreuves ont démarré dans les meilleures conditions et toutes les dispositions également ont été prises par les acteurs du secteur éducatif du département de la Donga. Et à l'école primaire publique Sori de la commune de Gogounou, le préfet de la Liborie, Ahmed Bello Kissama, constate le bon déroulement des épreuves. Dans son département, ils sont plus de 14 000 candidats répartis dans 38 centres à affronter les épreuves du CEP. Et pendant ce temps, à Nati-Tengou, l'espoir renaît pour des centaines de femmes, de jeunes et de personnes déplacées. Ils bénéficient d'un appui concret pour développer leurs activités et renforcer leur autonomie. Cette initiative portée par l'Organisation internationale pour les migrations a pour objectif de renforcer la résilience face aux défis climatiques et sociaux. Victorine Bondé pour le reportage. Ici, à Nati-Tengou, 360 femmes, jeunes et personnes déplacées internes venues des communes de Materi, Koblé, Bokoumbe, Tangueta, Nati-Tengou, Kerokwande et Banikwara repartent avec le sourire. Ils ont reçu divers équipements pour lancer ou renforcer leurs activités génératrices de revenus. Les équipements que nous remettons aujourd'hui ne sont pas seulement des outils, ils sont le fruit d'un dialogue étroit avec les communautés, d'une compréhension partagée des vulnérabilités locales et d'un engagement ferme à renforcer les moyens de subsistance des jeunes, des femmes, des personnes déplacées et de toutes les personnes exposées aux risques climatiques et sécuritaires. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de 2 projets phares portés par l'Organisation internationale pour les migrations. Le premier favorise l'adaptation climatique, l'alimentation du bétail et la préservation des ressources naturelles. Le second vise le renforcement de l'autonomie des bénéficiaires à travers
des activités génératrices de revenus dans les domaines de l'élevage, du maraîchage, de la transformation agroalimentaire, de l'apiculture et du numérique. Grâce à votre appui, nous avons pu bénéficier de formations pratiques, de conseils personnalisés et aujourd'hui de matériel et d'équipement pour le démarrage de nos activités génératrices de revenus. Financé par le Fonds de l'OIM pour le développement et le Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix, cette dotation de 70 millions de francs CFA vient répondre aux défis conjoints du changement climatique, de la mobilité humaine et de la cohésion sociale dans les zones frontalières du Nord Bénin. Séminaire de régulation des référentiels de prise en charge dans le secteur de la santé au Bénin. 4 jours durant, les sociétés savantes, le Conseil national de la médecine hospitalière et l'Agence nationale de protection sociale avec les autres acteurs du secteur se sont penchés sur ces documents. C'est une rencontre voulue par l'autorité de régulation du secteur de la santé en vue d'une harmonisation des soins prodigués aux patients. Évariste Zomaron, Samirat Chabimane. Le séminaire de Grand Popo, voulu par l'autorité de régulation du secteur de la santé ARS, se penche sur le processus d'élaboration des référentiels du secteur sanitaire en vue d'harmoniser et de garantir la qualité des soins au Bénin. Les référentiels, leur prévalidation est faite. La validation elle-même est en fait un long processus. De manière périodique, nous avons la cellule de contrôle qui passe dans les établissements de santé une fois par an, qui va s'enquérir de comment les professionnels utilisent ou non les référentiels. Après ce travail, nous avons collecté tout ce qui a été produit. Les conseils vont les analyser. L'académie, après avoir examiné, va donner son avis pour que l'ARS, finalement, fasse la validation de ces référentiels-là. La mission d'évaluation et de prévalidation des soins produits par les sociétés savantes et les associations professionnelles met à la disposition du système sanitaire béninois un lot de 115 référentiels prévalidés conformes aux normes de l'ARS sur les 150. Les objectifs prévus ont été atteints parce que c'est pour la première fois qu'au Bénin, on fait un effort de mettre en place des référentiels de soins pour que les professionnels de santé puissent s'accoler à ces référentiels d'une part, mais également que les autorités chargées donc de la prise en charge financière des soins puissent également s'y coller pour que tout le monde parle le même langage. L'Agence de régulation du secteur de la santé clôture son séminaire avec l'assurance maladie obligatoire AMO. Publicité des produits pharmaceutiques, produits de la pharmacopée, produits et pratiques des tradipraticiens destinés au traitement des maladies ou encore des pratiques spirituelles de guérison. La HAC dit non et compte sévir. Un communiqué en date du 27 mai 2025 le stipule clairement. Le conseiller Armand Onsou revient sur l'importance de cette décision au micro de Rebecca Kenjahoundé et Jules Akwaikou. La HAC est dans ses prérogatives, se fondant bien entendu sur la Constitution et aussi se fondant sur le Code de l'information et de la communication en son article 177 et qui donne à la HAC le pouvoir du contrôle des contenus des messages publicitaires et aussi se fondant sur le décret qui dispose la promotion de tout médicament ou tout produit est considéré comme médicament au grand public. La promotion au grand public est strictement interdite. Alors, se fondant sur ces différents tests, la HAC a pris nombre de décisions depuis 2019 qui réglementent la publicité des médicaments sur les médias. Mais force est de constater que ces tests sont contournés et sur les médias et dans
les communications de masse, les gens ne respectent pas et c'est pour cela que le président de la HAC a sorti un communiqué pour rappeler à l'ordre les médias ou les communications de masse sur leurs obligations parce que c'est des partenaires de la HAC et il faut quand même les rappeler à l'ordre. Ceux qui passeront outre se verront appliquer les tests de la République. J'en appelle donc à la responsabilité des uns et des autres. Et puis cette autre actualité, l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin a organisé sa traditionnelle rencontre scientifique le 30 mai dernier. Tenu à l'université d'Abomey-Calavi, ce rendez-vous a cette fois-ci porté sur les défis de la mise en œuvre de l'approche One Health au Bénin. D'autres détails sur l'activité avec Génia Lafouda Monsi-Abouka et Bernold Djobé. Le vendredi de l'Académie, un rendez-vous scientifique initié par l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin. Chaque séance est un creuset de réflexion sur les leviers de transformation durable. Ce sont des sessions scientifiques sur des sujets soit d'actualité, soit des sujets de réflexion prospective pour que nous puissions véritablement répondre aux besoins, aux difficultés de nos pays à travers des résultats concrets, scientifiques, pour permettre également qu'on puisse avoir un développement durable. L'approche One Health, voilà l'objet de ce vendredi de l'Académie. Une approche qui vise à intégrer la santé humaine, celle animale et environnementale. C'est une approche qui est nouvelle. Donc la conceptualisation a été faite en 2007 par les institutions internationales. Donc il fallait quand même faire le point pour voir les différents défis qui restent à relever et faire également des recommandations. L'approche One Health ou encore une seule santé est progressivement institutionnalisée depuis les années 2000. La création officielle de la plateforme est actée en 2024. Journée nationale de l'arbre, on en reparle dans ce journal. Le Bénin a célébré le 1er mai la 41e édition avec cette bonne nouvelle pour les producteurs. Il s'agit de l'utilisation des plantes améliorées pour fertiliser le sol. Dans l'élément qui va suivre, Jean-Claude James et Yves Agodopessi nous emmènent à l'Institut des métiers de l'agriculture de Djougou pour découvrir 3 espèces qui jouent ce rôle de fertilisant. José vient de faire le tour du bloc A de l'Institut universitaire d'enseignement professionnel des métiers de l'agriculture de Djougou, un site de 2 hectares pour la production agricole. Ici, tout est fait pour éviter la dégradation du sol. Pour cette parcelle, nous pratiquons les techniques culturelles sans labour, parmi lesquelles vous avez les techniques culturelles simplifiées, le semi-direct. Nous avons fait un faux labour ici. Un faux labour, encore appelé pseudo-labour, c'est une technique culturelle qui consiste à faire un labour sans retournement du sol. Le précédent cultural de cette parcelle était le sorgho et le mukuna, une plante de couverture qui va contribuer à la régénération du sol. Dans cette dynamique de fertilisation des sols, cet établissement public a expérimenté plusieurs autres plantes améliorantes, entre autres le Cajanus cajan ou pois d'Angole. Le Cajanus cajan est une plante de la famille des Fabacées qui est connue pour sa capacité de production de biomasse élevée. Comme vous le constatez, c'est un arbrisseau qui se développe énormément. Cette plante arrive à capter l'azote atmosphérique et à la fixer sur les feuilles et dans le sol. Et vous pouvez voir au sol qu'il y a une couverture, une biomasse quand même considérable, puisque cette plante, après un cycle donné, les feuilles tombent et c'est ces feuilles-là qui participent en réalité à la régénération du sol. À quelques mètres,
Une deuxième option s'offre aux producteurs pour donner vie à leurs terres. Nous avons une deuxième parcelle dédiée à la production d'une autre plante qu'on appelle le Achenomène istris, qui est également une plante de couverture. Ça joue le même rôle, la régénération du sol. À côté de ces champs de production de semences, l'espace aménagé pour la production du pâturage aérien abrite une troisième plante améliorante. Le lotionnat leucocéphala. Sur donc une grande superficie de production agricole, lorsque le producteur a installé le lotionnat, vous voyez, après les récoltes, sans doute, les feuilles vont rester. Donc les animaux peuvent passer sur cette parcelle pour profiter des résidus de récolte et en même temps laisser leur déjection sur le sol, ce qui sert donc à améliorer la qualité du sol. Et le lotionnat est comme un arbuste qui sert également d'ombrage aux cultures. Mais il faut le planter, d'accord, à un certain écartement plus ou moins régulier de 10 mètres au moins, pour permettre aux plants quand même de profiter également du soleil. En cette célébration de la Journée nationale de l'arbre, les acteurs du monde agricole peuvent s'inspirer de ces exemples pour choisir les plants à mettre en terre. Ce serait une façon originale de marquer ce rendez-vous écologique. Et dans quel marché vous rendre aujourd'hui pour faire vos emplettes, où que vous soyez sur toute l'étendue du territoire national? Eh bien, voici le planning journalier d'animation des marchés. Le compte de ce jour. Bonne suite des programmes. Merci à vous, Fifamé. On se retrouve demain? Demain, avec plaisir. Merci. Allez, à demain, Fifamé. Salomé Atadudi, juste après vous. On continue par, on va dire, scruter l'actualité. Et cette fois-ci, ce sera avec Ulaus Balogun qui va relayer pour nous les parutions des journaux de ce jour. Les journaux parus ce mardi 3 juin 2025, qu'est-ce qu'ils pensent de l'actualité, qu'est-ce qu'ils disent de l'actualité, nos confrères de la presse écrite. Ulaus, bonjour. Bonjour Aman, bonjour chers téléspectateurs et téléspectatrices. Comment allez-vous? Ça va, la pleine forme. Allez, avec vous, on va écumer très rapidement les journaux en attendant de vous retrouver en fin d'émission. Absolument. Et on va donc démarrer par les journaux qui nous sont parvenus déjà tôt ce matin. Le journal Fraternité, on démarre par le journal Fraternité qui revient sur ce séminaire tripartite entre le gouvernement, l'Assemblée nationale et le Conseil économique et social. Fraternité qui nous dit que Conrad Baguidi, le président du CES, concrétise les grandes résolutions dans les collines. Toujours le journal Fraternité qui, à sa une, nous offre un dossier sur l'éducation inclusive au Bénin, des efforts louables malgré les défis, nous dit le journal Fraternité. Fraternité qui revient également sur cette décision à la Criette, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Le verdict tombe pour Steve Amoussou, nous dit le journal Fraternité. 2 ans de prison ferme et 2 millions d'amendes, nous apprend le journal Fraternité à sa une. On passe à présent au journal Le Matinal qui nous parle de l'amélioration des relations du Bénin avec le Niger. Le Matinal qui en sa manchette parle des assurances du chef de la diplomatie béninoise. Toujours le Matinal, verdict de l'affaire Frère Honvi à la Criette, Steve Amoussou fixé sur son sort. Le journal nous apprend que la défense envisage de faire appel de sa condamnation. Matin Libre à présent, le journal Matin Libre qui évoque également ce séminaire tripartite sur le CES, Conrad Baguidi, qui concrétise donc les grandes résolutions dans le département des collines. Affaire Steve Honvi, comme on le dit, Steve Amoussou, dit frère Honvi, 2 ans de prison et 1 million d'amendes pour le supposé frère Honvi, nous apprend donc le journal. Le journal qui, parlant également des présidentielles prochaines, évoque cette déclaration de candidature. Daniel Eda en compétition avec Paul Humpé. De quoi parle le journal Matin Libre? On en saura certainement davantage d'ici la fin de Bonjour le Bénin. On passe à présent au journal La Tribune de la Capitale. La Tribune de la Capitale qui revient sur le lancement officiel
de l'examen du certificat d'études primaires. Le journal nous dit que cela fait un 10e coup pour le ministre Salimane Karimou et de 10 pour le ministre Salimane Karimou. Le PP COPA dans le mono à l'honneur évoque ce journal. Et puis le journal qui parle de l'ouverture à Cotonou de la 3e Assemblée régionale africaine de l'Assemblée parlementaire francophone. Le président Vlavonou alerte sur la montée de l'extrémisme et du terrorisme dans l'espace francophone. Nous apprend le journal La Tribune de la capitale. Et on finit avec le journal L'événement précis qui revient aussi, j'allais dire, sur cette assemblée régionale Afrique et de l'Assemblée parlementaire francophone qui se tient à Cotonou. Vlavonou lance de grands échanges sur le dialogue parlementaire, titre le journal à l'événement précis. L'événement précis qui revient sur également cette décision, qu'il vous souvienne, cette intrusion frauduleuse au terminal pétrolier de Semenkoji. La Criette confirme la condamnation de 3 Nigériens. Nous apprend l'événement précis qui évoque par ailleurs cette condamnation de Steve Amoussou, dit frère en vie, condamné à 2 ans de prison ferme. Voilà donc pour l'essentiel des journaux qui nous sont parvenus aujourd'hui. Herman Amégan. Merci. Ulaïus, on se retrouve vers les cours de 8h55. Ce sera donc le dernier rendez-vous ici sur Bonjour le Bénin de ce jour. On va marquer une courte pause. Derrière, on retrouve Yasmine Damata pour sa chronique santé. Avec elle, on parle de règles douloureuses. Juste après elle, on retrouvera William Apollinaire Tchoki qui reçoit pour nous le nouveau directeur général de l'environnement et du climat, Ibila Djibril. Avec lui, on évoque sa vision pour un Bénin plus vert. Derrière, il y aura donc cet entretien avec le Centre national de sécurité routière pour évoquer cet accident de la circulation qui a coûté la vie à plusieurs Béninois. Et derrière, le forum de discussion. À tout de suite. Bonjour le Bénin, bienvenue dans Mardi Santé. De la puberté à la ménopause, les règles font partie de la vie des femmes. Mais il arrive pour certaines d'entre elles que ces périodes de menstruation soient synonymes d'une véritable bataille féroce. Si vous avez déjà tout essayé, bouilloire, tisane calmante ou médicaments, et que les règles continuent de vous faire souffrir chaque mois, même parfois avant que le sang ne s'écoule, le bon réflexe est surtout de ne pas garder cette douleur pour soi. Consulter un médecin reste essentiel. Cela permettra, entre autres, de détecter une maladie sous-jacente, règles douloureuses, simple crampe aux prémices d'une pathologie. Yasmine Damata, vous nous apportez des réponses avec un spécialiste. Bonjour. Bonjour Rodrigue Amégan, bonjour fidèles téléspectateurs. Et oui, vous l'avez bien dit, le plateau aujourd'hui, c'est pour préciser à ces dames, c'est pour accompagner ces dames, leur montrer les menstruations, quand ça devient douloureux, est-ce normal, est-ce anormal, à quel moment c'est une maladie, au point d'aller voir un médecin. On en parlera et ce sera aujourd'hui avec une femme, une gynécologue obstétricienne, elle s'appelle Claudette Adigbonon Aladjojo. Exactement. Bonjour, comment vous vous portez? Bonjour, Madame Yasmine, je vais bien, merci. J'espère que vous aussi. Et je me porte bien, je rends grâce à Dieu. Et je voudrais bien savoir, est-ce que vous, en tant que gynécologue, vous avez déjà eu des complications liées aux règles douloureuses? Bon, il ne s'agit pas de moi. Ouais. Je préfère garder mon intimité pour moi. Et c'est très important. Ben oui, mais c'est juste pour savoir si vous avez aussi vécu ça, mais cela importe peu. Si vous avez des cas. Voilà, cela importe peu, mais l'important, les règles douloureuses, c'est quoi? Oui, donc bonjour, rebonjour Madame Yasmine, bonjour Monsieur Herman. Donc je me représente, je suis le docteur Claudette Adigbonon, épouse Aladjojo. Je suis gynécologue obstétricienne, je suis praticienne hospitalo-universitaire au centre hospitalo-universitaire de la MEL, l'enfant Lagune de Cotonou. OMEL? Oui, OMEL, S-OMEL, actuellement c'est de Chumel, voilà. Et je suis également gynécologue dans un cabinet privé à Calavi, c'est le cabinet médical familial. D'accord. Voilà. Donc pour répondre à votre question, je vais d'abord commencer par définir les menstruations qu'on appelle règles. Donc il faut dire que c'est un processus physiologique qui se traduit par un écoulement sanguin périodique chez la femme à travers les parties génitales et qui signe déjà le début de la puberté et ça s'arrête à la ménopause. Alors pour répondre à votre question maintenant, parler des douleurs au cours des règles, c'est des douleurs qui surviennent au cours de ces jours-là et qui peuvent intéresser le bas du ventre
Et des fois, ça irradie au dos et aux cuisses. Voilà. Mais à quel moment cette douleur, ça devient anormal au point de parler d'une pathologie? Alors, il faut déjà dire que les douleurs au cours des règles ne constituent pas une règle. D'accord. Parce que toutes les femmes n'ont pas mal au cours des règles. Il y en a pour qui ça va. Il y a des femmes qui ont leurs règles dans un total confort, qui n'ont pas de douleur. Qui ne pas menstruer, elles ne ressentent rien du tout. Elles ne ressentent rien du tout. Donc, en fait, le truc dépend du seuil de tolérance de la douleur chez la femme. Voilà, parce qu'il y a certaines qui supportent très bien la douleur, elles ne ressentent rien. Par contre, il y a d'autres qui vont ressentir la douleur. Et il y a chez d'autres, ce sera vraiment l'extrême. Alors, la douleur au cours des règles, il faut savoir que c'est un processus physiologique quand ce n'est pas beaucoup. Et pour expliquer un peu le mécanisme physiopathologique qui est mis en évidence, au cours des règles, il y a une sécrétion accrue d'une hormone qu'on appelle la prostaglandine. Et cette hormone donne les contractions utérines qui permettent de chasser le sang vers l'extérieur. Et qui dit contraction dit douleur. Donc vraiment, c'est des petites douleurs à type de crampes. Voilà. Et donc, quand ça devient extrême, c'est ça qui est anormal. Voilà. Ça devient même invalidant pour certaines femmes personnes. Ou en Europe. Quand c'est invalidant et puis ça ne répond pas aux antidouleurs qui sont prescrites en vente libre, là, ça devient un problème. Là, il faut consulter. En Europe, aujourd'hui, on est même en train de parler de congés pour les femmes qui souffrent de règles douloureuses. Voilà. On s'imagine à quel point. Ça abîme complètement la qualité de vie de la femme. Et ce qui est plus grave et qui est plus menaçant pour la femme, c'est quand elle fait de l'endométriose. Pour nous en parler un peu plus. Bon, il faut dire qu'il y a plusieurs causes pour les règles douloureuses. Voilà. Et l'endométriose est le chef de file. Parce que parmi les causes, l'endométriose représente la cause la plus fréquente. Donc l'endométriose, c'est lorsque l'intérieur, la muqueuse qui tapisse l'intérieur de l'utérus se retrouve à l'extérieur de cet organe-là. Donc il y a sa variante qu'on appelle l'adénomiose, c'est-à-dire l'intérieur de l'utérus se retrouve à l'intérieur du muscle même de l'utérus. Donc ces deux variantes, endométriose et adénomiose, constituent les causes les plus fréquentes qu'on retrouve dans les dysménorrhées ou les règles douloureuses chez la femme. Mais comment on reconnaît qu'une femme fait une endométriose alors? Donc, il faut déjà examiner la femme. Donc, les motifs de consultation, c'est déjà la douleur au cours des règles. Donc, ça peut être également une douleur au cours des rapports sexuels. Ça peut être des migraines, des douleurs au cours de la miction, c'est-à-dire lorsque la femme veut faire pipi, les douleurs lorsqu'elle veut faire les matières, les fesses, parce que c'est des noyaux qui se localisent un peu partout en dehors de l'utérus. Donc voilà les symptômes annonciateurs. Il y a également chez certaines femmes le flux menstruel qui est plus abondant et que les femmes qui n'ont pas d'endométriose. Donc voilà les symptômes qui font consulter en général la femme. Et l'examen est le plus souvent pauvre et le diagnostic est confirmé par des examens paracliniques. D'accord. Voilà. Alors pour la jeune fille qui vient de commencer ses menstrues, à quelle étape de la douleur elle peut savoir que là, il faut forcément qu'elle puisse en parler à ses parents au point de voir si c'est une endométriose? Voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, lorsque cette douleur devient invalidante, c'est-à-dire ça empêche la fille d'aller à l'école, si c'est une élève, ça l'empêche d'aller à l'école, ça l'empêche de vivre, ça abîme la qualité de vie de la dame. Donc nous, on a une échelle qu'on prend pour coter les douleurs chez les femmes. Donc on appelle ça l'échelle visuelle analogique. Donc ça va de 0 à 10. Donc à 0, elle n'a pas du tout mal. Et à 10, c'est la douleur extrême, quoi. Elle n'arrive plus à rien faire. Donc, quand la douleur est entre 2 et 4, ça va. C'est des douleurs normales de règles. Mais quand ça passe le seuil de 4 et ça va à 5, 6, 7, 8, là, donc c'est anormal, il faut consulter. Et pour les femmes, pour que les hommes puissent un peu toucher du doigt ce que cela représente, à peu près à quoi peut-on identifier une douleur de menstrues douloureuse, de règles douloureuses? Pour un homme, c'est-à-dire une piqûre ou un coup de marteau sur le doigt. Pour qu'on puisse essayer d'appréhender un peu la notion. Les douleurs extrêmes de règles sont des douleurs comme des douleurs d'accouchement, du travail d'accouchement. Je ne sais pas à quoi je peux non, en fait, la difficulté, c'est que là, on veut expliquer aux hommes comment la femme ressent cette douleur. L'homme n'a pas encore, il ne sait pas comment c'est que l'accouchement, mais comment? Est-ce que, par exemple, donne un coup de marteau sur les doigts, c'est cette douleur qu'on peut dire
La douleur d'une femme... Vraiment, on ne peut pas comparer parce que c'est des douleurs de contraction, c'est des douleurs désagréables du bas du ventre. Elles sont vraiment particulières. Même si on donne le marteau, ça ne va pas, assimiler cette douleur. C'est vraiment des douleurs le marteau, l'antidouleur, ça passe. Oui. Mais même quand les règles douloureuses, des fois, les antidouleurs passent. Quand les antidouleurs qui sont en vente libre ne passent pas, c'est là qu'il y a problème. Voilà, parce que pour les petites douleurs, on utilise des antidouleurs. Mais comment se fait-il que la femme en elle-même, une mère peut avoir 2 filles, la première n'a rien, mais la deuxième, par contre, peut avoir des règles douloureuses au point d'avoir une endométriose. Qu'est-ce qui explique cela? Donc, les causes de l'endométriose sont multifactorielles. Ça va de l'ordre génétique, environnementaux. Donc ça dépend de la constitution génétique de chacune de ces filles. Voilà. Et il faut dire aussi qu'il y a le flux rétrograde des règles qui se passe chez certaines femmes, c'est-à-dire quand les règles sortent par le bas, il y a une partie qui peut sortir par le haut et qui peut comporter des cellules de l'intérieur de l'utérus qui vont se tapisser un peu partout à l'extérieur de l'utérus. Donc peut-être que le processus peut se passer chez une fille et pas chez l'autre. D'accord. Voilà. Est-ce qu'on peut l'éviter? Est-ce qu'on peut détecter plus tôt? Non. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc voilà. Ça vous prend. Et on vit avec. C'est presque rédhibitoire. Il paraît que ça peut conduire à la stérilité. Oui, ça peut donner des infertilités. On ne va pas dire stérilité. D'accord. Déjà, abordons alors les conséquences. Quand on consulte tardivement, ces règles douloureuses, ça devient quoi? Quelles sont ces conséquences? Alors, il y a déjà l'aggravation des symptômes que je viens de vous citer. La qualité de vie est complètement abîmée. À part ça, il y a l'infertilité, comme M. Herman vient de le souligner. Et la prise en charge devient plus difficile que si elle avait consulté tôt. Voilà, parce que ça abîme toutes les hormones qui interfèrent dans l'infertilité. Et ça peut créer des troubles psychologiques, de la simple angoisse, anxiété, jusqu'à une dépression majeure. Voilà. Mais est-ce que c'est le diagnostic pour détecter l'endométriose ou les règles assez douloureuses pour les femmes? Est-ce que ça existe dans tous nos hôpitaux au Bénin? Le diagnostic, c'est-à-dire les examens. Voilà. Les examens pour le diagnostic, oui, ça existe. Le Bénin a fait des avancées. Oui. D'abord, il y a l'échographie pelvienne qui est à la portée de tout le monde. Et il y a un examen radiologique qu'on appelle l'imagerie par résonance magnétique. Ça, c'est un peu cher. Le coût moyen, c'est autour de 100 000. Wow. Et puis, il y a un autre examen d'endoscopie qu'on fait. C'est une méthode chirurgicale, la cœlioscopie, qui permet également de faire le diagnostic de ces lésions et qui est disponible au Bénin. Est-ce qu'on peut dire que faire son diagnostic, ce n'est pas à la portée de toutes les bourses? Je ne saurais le dire, je ne connais pas les bourses, mais voilà à peu près les prix que je viens de vous 100 000 pour donner. le Béninois lambda pour faire des examens pour être sûr qu'il ne fait pas une maladie. Alors, par contre, moi, j'ai envie de savoir, docteur, est-ce qu'il peut arriver, d'accord, qu'une femme fasse des règles douloureuses et que par la suite de l'évolution de sa croissance, elle devienne, enfin, le processus redevienne plus normal, qu'elle n'ait plus de douleur? Ou quand vous démarrez, quand vous avez des règles douloureuses, c'est parti presque pour toute la vie? Oui, ça dépend de la cause, comme je viens de vous dire, de la douleur au cours des règles. Si c'est une cause qui n'est pas l'endométriose, la plupart du temps, après les accouchements, ça passe. La femme n'a plus de règles douloureuses. D'accord. C'est un phénomène spectaculaire qu'on a observé. Mais par contre, si c'est les causes, les endométrioses majeures, ça persiste toute la vie. Justement, par rapport à l'accouchement, beaucoup de gynécologues, quand la femme commence par avoir une certaine douleur, où on n'arrive pas à canaliser, on demande à la dame de tomber enceinte et que ça va partir. Bon. Est-ce une solution? Drôle de solution. Bon, je ne maîtrise pas cette solution. En tout cas, s'il y a des causes, il faut traiter les causes. Voilà. S'il n'y a pas de cause, souvent, après les accouchements, ça se corrige. Mais comment on traite alors l'endométriose ou les règles douloureuses? Alors, les règles douloureuses, ce n'est pas endométriose. Il y a beaucoup d'autres causes en dehors de l'endométriose. Voilà. Non, pour le traitement de l'endométriose, c'est vraiment une question très vaste, parce que le traitement est pluridisciplinaire. Ça fait intervenir les gynécologues, ça fait intervenir les psychologues, les réanimateurs qui vont mettre des antalgiques, les antidouloureux majeurs, qui vont aller jusqu'à la morphine. Donc, ça fait intervenir beaucoup de spécialistes. Et donc, le traitement peut consister déjà à la prise des antidouleurs en vente libre, comme je viens de dire, le paracétamol, les anti-inflammatoires comme l'aspirine et autres.
Voilà. À part les antidouleurs en vente libre, il y a les antidouleurs majeures qu'on peut mettre. Il y a l'hormonothérapie orale, les pilules ostroprogestatives qu'on peut mettre. Il y a les injections qu'on donne pour bloquer les hormones qui interfèrent dans l'endométriose. Et il y a également la chirurgie. Donc la chirurgie permet d'aller brûler les noyaux d'endométriose qui sont situés un peu partout dans l'abdomen. Mais est-ce qu'il y a un moyen plus simple à ces femmes qui souffrent de douleurs, à part les antalgiques qu'elles doivent consommer, est-ce qu'il y a un moyen plus simple pour passer cette étape de douleur? Moyen plus simple, c'est-à-dire? Est-ce qu'il y a des moyens, des méthodes naturelles qu'elles pourraient adopter? Parfois, on dit va prendre un bain, boire plus d'eau glacée. Est-ce qu'il y a des méthodes naturelles pour apaiser cette douleur? Bon, peut-être, vous avez dit eau glacée. On parle de la vessie de glace. On met une glace qu'on enveloppe d'une serviette, qu'on pose au niveau du bas du ventre. C'est la seule méthode naturelle. Sinon, il y a les conseils de vie, de bonne hygiène alimentaire, éviter la sédentarité, éviter le stress, le tabagisme, l'alcoolisme, qui peuvent aider. À part ça, on va faire recours aux naturopathes pour nous donner les trucs naturels qui restent. Donc voilà, continuons. Oui. Alors, pour finir, un message à l'endroit de ces femmes qui souffrent à chaque fin de mois. C'est une torture pour elles, pardon. Elles se disent, est-ce que je dois forcément l'avoir? Un message à l'endroit de ces dames. Alors, à ces femmes qui souffrent toutes les fins du mois, et si la douleur dépasse un seuil, je pense qu'il faut consulter. Il faut consulter d'abord pour se prendre en charge, pour avoir un bon confort pour soi-même et pour prévenir les complications liées aux causes de ces règles douloureuses. Donc, je pense qu'il ne faut pas souffrir en silence, il faut consulter. Voilà. Merci beaucoup, Dr Claudette Adigbonon, épouse Ala Jojo. Vous êtes médecin gynécologue obstétricienne au Chumel. Exactement. Également au cabinet médical familial. Merci beaucoup. Vous également, fidèles téléspectateurs, vous avez écouté les conseils de notre médecin. Quand vous avez des douleurs et que vous savez que vous ne pouvez pas supporter, le mieux, c'est d'aller à l'hôpital pour vous faire consulter, pour voir qu'est-ce que cela cache. Est-ce une pathologie ou est-ce normal cette douleur? Est-ce que ça peut passer si facilement? C'est toujours mieux de savoir et de trouver des solutions que d'attendre le cas le plus grave avant de crier à l'aide. Sur ce, merci. Vous passez une excellente journée du mardi. Oui. On en a beaucoup appris sur les règles douloureuses. On comprend davantage et on souhaite beaucoup de courage à ces femmes qui traversent cette période chaque mois, parce que ça vient tous les mois jusqu'à la ménopause. J'espère qu'elles ne guettent pas vivement la ménopause, je ne le souhaite pas en tout cas, et on espère qu'elles vont pouvoir aller consulter pour celles qui ne l'ont pas encore fait, pour voir s'il n'y a pas une maladie sous-jacente qui peut être prise en charge très rapidement par les spécialistes. On va s'écarter de tout ce qui est menstruation, tout ce qui est douleur, et inviter un haut cadre donc, du ministère du cadre de vie, allez, ça cadre bien en tout cas. Allez, on va retrouver William Apollinaire tout de suite. Bon, tout à l'heure. Gros plan sur le nouveau directeur général de l'environnement et du climat, Ibrila Djibril, après la succession de Martin Pépin Aïnan. Ce haut cadre donc, du ministère du cadre de vie vient partager avec nous sa feuille de route, ses priorités et ses aspirations pour un Bénin plus vert. Il est votre invité, William. Vous n'êtes pas un cadre, vous êtes, on va dire quoi? Je suis un cadre. Je suis un cadre, peut-être pas du ministère du cadre de vie. N'est-ce pas? Un cadre de la CTV. Non, vous êtes un cercle. Vous n'êtes pas un cadre. Ou bien un carré. Un carré. Non, vous n'avez pas l'esprit étriqué. William, bonjour, comment allez-vous? Bonjour, Emmanuel Odigamega. Vous savez que c'est toujours un plaisir de vous avoir et de vous taquiner. Le plaisir est partagé, mon cher frère Emmanuel Odigamega. Et aujourd'hui, donc, on va s'arrêter pour aller recevoir un invité. Et déjà, la première observation que je fais, c'est qu'il y en a un qui avait la boule à zéro et il y en a un qui avait les cheveux. T'es passé. Bon comme ça. Hein? Cette comparaison, ben, écoutez, bon, enfin, c'est vrai quand même. Ça va, monsieur Bila a encore les cheveux intacts. Quand on sait que docteur Aïnan, enfin, il était Professeur Aïnan était beaucoup plus dégarni, la tête dégarnie, mais vous avez les cheveux encore. Non, mais c'était juste une parenthèse. Et pour dire aussi qu'on l'a beaucoup reçu par ici, le professeur Aïnan, et on espère avoir aussi pendant longtemps le professeur. Je ne vous cache pas, monsieur Ibila est un habitué de nos plateaux. C'est vrai qu'il venait beaucoup plus sur l'émission Portail de l'environnement. Même sur l'émission matinale aussi, ici, il venait mais quelques rares fois. J'avoue que c'est pour la première fois que moi, personnellement, c'est vrai. Ben, vous aurez le temps quand même de constater que c'est quelqu'un aussi qui s'y connaît bien
bien, qui viendra. Tu n'en doutes pas un seul Oui, instant. il aime bien la presse, donc voilà, il sera à nos rendez-vous. Et il a un CV aussi long que le bras. Ah oui, tout à l'heure, vous allez le savoir. J'ai commencé par lire le matin, j'ai achevé la lecture à 21h. Allez, William, on s'intéresse donc à sa feuille de route. Tout à fait. Une nouvelle occasion pour sensibiliser nos populations sur les enjeux de sauvegarde de notre environnement et d'encourager les actions pour protéger les différents écosystèmes de la planète. Une fois encore, nous allons célébrer le 5 juin prochain, la journée mondiale de l'environnement. Et le thème retenu nous rappelle l'urgence de lutter contre les sachets plastiques. Pour éclairer notre lanterne sur l'urgence, un habitué de nos plateaux, je l'ai dit tout à l'heure, un des meilleurs experts du continent sur les questions climatiques, je vais nommer Ibila Djibril. Bonjour Djek. Bonjour M. William. Bonjour, vous êtes le directeur général de l'environnement et du climat. Avec vous, on va mieux comprendre comment se porte notre environnement, comment nous menons cette lutte contre les sachets plastiques. Cette lutte qui a le plomb dans l'aile, mais avec vous, on va mieux comprendre. Alors, Monsieur Bladjibri, dites-nous, comment se porte aujourd'hui notre environnement? Vous pensez que notre environnement se porte mieux qu'avant? Oui, bonjour. Merci beaucoup d'abord de m'avoir invité ici. Et je voudrais remercier tous les téléspectateurs pour l'intérêt qu'ils accordent aux questions environnementales. Je voudrais aussi remercier le ministre Tonato qui m'a permis de venir sur ce plateau et d'expliquer l'action qui mène à la tête du ministère du cadre de vie et des transports en charge du développement durable, qui est un ministère charnière vraiment dans l'arrangement institutionnel du gouvernement. Pratiquement tous les projets doivent avoir le quitus du ministère là pour être appliqués. Toutes les importations des réfrigérants doivent avoir l'autorisation du ministère du cadre de vie avant d'être débarré au port de Cotonou. C'est-à-dire que c'est un ministère-là qui est vraiment transversal et au cœur de toute l'action gouvernementale. Et mieux, depuis le primaire, c'est connu. Quand vous demandez qu'est-ce que c'est que l'environnement, on dit c'est tout ce qui nous entoure. Très simple. À partir de ce mois, vous allez voir, aucune activité n'échappe à l'emprise de l'environnement. Et donc, si vous n'avez pas les ressources naturelles, vous n'avez pas les ressources environnementales, l'air que nous aspirons même, c'est de l'environnement. Donc, il est important de bien vraiment le protéger. D'où l'importance de ce thème-là. Nous sommes là aujourd'hui pour parler de la célébration de la Journée mondiale de l'environnement qui a été instituée depuis 1972. Exactement. Et la première édition a commencé en 1973. Et cela, les Nations Unies l'ont voulu parce que, rappelez-vous, le rapport Mido de 1972 qui a mis en exergue le taux effrayant de déforestation et le rythme suivant lequel nos ressources naturelles partent. Et si on continue comme ça à utiliser de façon exagérée nos ressources naturelles, on ne pourra pas tenir. La conséquence de l'exploitation excessive des ressources naturelles, c'est les émissions. On veut faire les chemises, de belles voitures, un peu de tour, de train. C'est l'environnement qu'on épuise. Et si vous ne faites pas une politique appropriée pour faire en sorte que le taux de production soit élevé par rapport au niveau de consommation, votre environnement va beaucoup se dégrader. Et donc, pour nous, il est très important que les populations comprennent ce que c'est que la Journée mondiale de l'environnement. C'est pour ça que nous sommes là et expliquer un peu ce que le gouvernement fait dans ce domaine-là. Je ne sais pas s'il doit continuer directement. Oui, j'ai voulu savoir, c'est vrai, vous avez décrit un peu tout ce qui entre en ligne de compte de l'environnement, mais je veux savoir, est-ce que notre environnement aujourd'hui se porte mieux qu'avant, qu'il y a quelques années? Oui, on peut le dire sans conteste, hein, on peut le dire sans, et vous-même voyez, c'est les indicateurs. Quand vous rentrez en temps à Cotonou, vous voyez au niveau des terres pleines, c'est les déchets partout, c'est les sachets plastiques partout. Vous rentrez à Cotonou, c'est la fumée, la qualité de l'air qui est vraiment étouffante. On le sent. Et vous allez un peu partout à Cotonou, on ne dira même pas certaines choses, vous ne pouvez pas respirer. Or, la respiration est fondamentale pour maintenir le rythme de notre organisme. Et maintenant, vous rentrez à Cotonou, depuis l'aéroport jusqu'à l'intérieur de Cotonou, pratiquement dans tout le Grand Nokoué, Cotonou, Semekoye, Ouida, Abomey-Caravi, la propriété est vraiment remarquable. Et je vais vous dire pourquoi, si le gouvernement ne fait pas cet effort.
la mise en place de la société de gestion des déchets ménagers solides et de salubrité. Vous voyez le travail qu'elle fait, cette société-là. Pour la seule ville de Cotonou et au niveau du quartier Zongo, tout simplement, en 1 heure, cette société a collecté 2150 kg de sachets plastiques. Vous voyez, si on ne collectait pas ces sachets-là, quand ils vont partir dans ce que ça va donner des conséquences. Sachant très bien, lorsque vous mettez des sachets plastiques un peu partout, d'abord, l'infiltration de l'eau dans le sol est impossible. Alors, vous diminuez comment les nappes phréatiques peuvent alimenter la terre pour les activités agricoles. 2. Les animaux qui, de plus en plus, sont habitués à vivre de façon saine, naturelle, tout. Oui, le couvert végétal se dégradant au niveau des villes, des villages, tout et tout. Quand les choses se prennent, ces animaux-là se contentent des fois des sachets plastiques. Et la digestion de ces sachets-là est vraiment difficile. Vous voyez, on parle de pollution, mais c'est 2 aspects fondamentaux qu'il faut voir. L'aspect visible et l'aspect invisible. Les sachets plastiques, c'est ce que nous voyons là, que nous tenons ballon, les bouteilles en plastique, tout et tout. Mais vous le savez très bien, un sachet plastique, sa durée de vie, en moyenne pour se dégrader, pour commencer par se dégrader, c'est entre 10 et 20 ans. Et entre 10 et 20 ans, quand ça se dégrade, ce que ça produit, c'est les microplastiques. Et ces microplastiques-là sont invisibles à l'œil nu. Parce que c'est des morceaux de plastique inférieurs à 5 mm. Qu'on ne voit pas à l'œil nu. Qu'on ne voit pas à l'œil nu. Ouais. Et des fois, on les trouve dans notre alimentation, même dans les robinets d'eau. Et puis, ils rentrent dans la chaîne trophique, la chaîne alimentaire que nous prenons. Les poissons vont prendre, quand ça va à la mer, les poissons prennent cela. Nous aimons nous venons les crevettes parce que c'est invisible, on ne voit pas pour le moment la dangerosité. Mais avec l'effet de la bioaccumulation, l'organisme va prendre un coup. Voilà pourquoi il est très important qu'on puisse vraiment expliquer au grand public les conséquences vraiment des sachets plastiques à travers ces 2 aspects. C'est vrai que vous dites qu'il faut expliquer aux populations la dangerosité d'utiliser les sachets plastiques. Certes, vous l'avez dit, dans les rues de Cotonou, dans le Grand Okoué, on ne voit plus les sachets plastiques, mais dans les marchés, les sachets plastiques, il y en a encore en abondance. Dans nos maisons encore, il y en a toujours, il y en a même qui font même le feu avec le sachet plastique. On a pris une loi pour lutter contre ces sachets plastiques, mais on a comme impression que cette loi n'a pas encore découragé, comme cela se doit, le comportement que nous avons aujourd'hui face à ce fléau. Elle dort dans les tiroirs, cette loi. Ouais. Non, je vais vous dire, il faut distinguer 2 aspects. L'aspect informel et l'aspect formel. Dans le formel, il est impossible que vous importiez encore des sachets plastiques. Dans le formel. Dans le formel. Mais dans l'informel, ça continue. Oui, dans l'informel. Dans l'informel, pourquoi? Parce que tout simplement, on n'arrive pas, et c'est pratiquement dans tous les pays, ce n'est pas propre au Bénin, en Afrique, à canaliser les mouvements entre les frontières. Entre les frontières, on ne peut pas, c'est souvent les frontières de 1000 km, 600 km le long du nord au sud. On ne peut pas avoir partout les postes de douane. Et ça, c'est ça qui constitue en fait le terreau pour l'importation informelle des sachets. Par exemple que le géant de l'Est, qui est le grand fabricant de ce produit... Oui, voilà, il fabrique et vous voyez, il est difficile de distinguer aux frontières là, qui est béninois, qui n'est pas béninois, qui est nigérian, qui n'est pas nigérian. Et donc, ceux qui vivent de la production des sachets plastiques et qui sont là, qui ont intérêt à ce que cette activité-là florisse, mais ils vont continuer par faire s'ils ne trouvent pas une force répressive devant eux. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème d'alternative qu'on doit mettre à la disposition des populations? C'est ce qu'elle, si elle trouvait l'alternative, elle pouvait laisser ces sachets plastiques. Peut-être que si on dit le sachet qu'on nous donne au marché gratuitement à 0 francs, si on disait que désormais c'est à 100 francs, on pourrait peut-être laisser. Oui, vous voyez, c'est ça, William. Le sens même de la sensibilisation. Ouais. Il faut avoir de la méthode. Une activité qui était là, une habitude qui est créée depuis plus de 100 ans. Ce n'est pas en 5 ans, en 3 ans que vous pouvez l'éradiquer totalement. Et supposez vous-même que
le Bénin n'ait pas pris cette loi-là de 2017 portant interdiction de la production, de l'importation, de l'exportation, de la commercialisation, de la détention et de la distribution des sachets plastiques non biodégradables, comment serait notre environnement? C'est pourquoi, quand on veut faire cette analyse-là, il faut distinguer vraiment les deux aspects, le formel et l'informel. Si vous allez au cordon douanier, vous allez voir le travail formidable que les douaniers font. Vous allez voir le travail formidable que les inspecteurs de police environnementale font. Ce que les policiers font. Pourquoi? Parce que quand on a pris la loi, le gouvernement ne s'est pas resté là pour dire, bon voilà, la loi, ça suffit. On a fait pratiquement plus d'un an de sensibilisation. Secteur par secteur, à Tokba, à Zongo, un peu partout, pour expliquer l'importance du respect de cette loi pour les populations elles-mêmes, pour leur santé et également pour leur famille. Vous voyez ce qui se passe à Tokba, tel que nous connaissons. C'est des tailles plastiques qui sont pratiquement les exutoires des populations qui sont là parce qu'il n'y a pas de toilettes publiques. Vous voyez ce qu'on fait avec les sachets plastiques. Maintenant, non, c'est vraiment sensiblement réduit. On ne remarque pas. La salubrité est tellement au cœur de ce gouvernement. Et vous voyez, il faut le souligner souvent, on ne le dit pas. L'environnement et la santé sont étroitement liés. Et référez-vous à la déclaration de Vichy, la santé et l'environnement. Si l'environnement se porte très bien, on a moins de problèmes sanitaires à régler. Voilà pourquoi ce ministère-là est très bien important et charnière pour que nous puissions maîtriser les facteurs fondamentaux qui nous permettent d'assurer la salubrité et nous permettent d'avoir un cadre de vie sain. Sachez plastique, remarquez ce que le gouvernement fait. Si nous n'avons pas les canalisations à grande dimension, c'est les mêmes sachets qui viennent combler les canalisations que nous avons. Et l'eau de drainage ne passe pas. Cotonou est tout le temps inondé. Depuis quelque temps, inondation, non. Pourquoi? Parce qu'on a compris le lien très étroit entre la gestion de l'environnement au sens strict du mot et l'assainissement. Et si vous faites un bon assainissement, vous faites de drainage, vous maîtrisez les différentes composantes environnementales de votre milieu, vous mettez les actions qui conviennent, oui, c'est facile de trouver les ruisseaux qui sautent à l'œil. Aujourd'hui, c'est vrai, quand on prend la loi, elle dit on lutte contre les sachets non biodégradables. Oui. J'aimerais savoir, est-ce que si par exemple on disait on lutte contre les sachets plastiques tout court, est-ce qu'on n'aurait pas coupé coup au problème? Parce qu'aujourd'hui, quand on a les sachets, on ne sait pas ce qui est biodégradable. C'est vrai que les machines existent pour détecter, mais le Benoît lambda, si il va marcher, il a le sachet, il ne sait pas ce qui est bio ou pas. Si on disait dans la loi, on lutte contre les sachets plastiques tout court, est-ce qu'on n'aurait pas peut-être gagné dans cette lutte? Non, c'est bon. Prenez la question autrement. Est-ce que vous ne savez pas que c'est une source d'opportunité de création et d'innovation? Éliminer les sachets plastiques, qu'est-ce qu'on fait? Les opérateurs économiques se reconvertissent pour produire des sachets biodégradables. Nos artisans se reconvertissent pour créer des sachets biodégradables. Et un peu partout, vous les voyez. Prenez quand vous allez entendre dans les pharmacies, c'est les sachets non biodégradables qu'on nous donne. Dès que le ministère a mis en place cette loi-là, dans toutes les pharmacies, pratiquement, oui, on vous donne, c'est des sachets. Mais aujourd'hui, on triche. Aujourd'hui, nous trichons par rapport à cette loi. Voilà. Ils trichent, ils savent que c'est interdit. C'est pourquoi ils trichent. Et quand on les prend, ils vont subir les rigueurs de la loi. Et en fait, le secteur de l'environnement a cette spécificité pour tous ceux qui ont fait l'école d'environnement, ils le savent. Quand vous prenez une loi, vous ne pouvez pas aller tout de suite à la répression. Mais est-ce que ce n'est pas temps? Il faut taxer. Est-ce que ce n'est pas temps? Depuis 2017 Oui, bientôt 10 ans. On applique les sanctions. On applique les sanctions. Vous voyez, quand vous avez une population pratiquement à 80% analphabète, ce n'est pas facile. Et vous voyez, des fois, on est dans un embarras. Vous prenez quelqu'un, vous savez pratiquement, il ne sait même pas que la loi est prise en compte. Vous voulez expliquer ça en langue locale, vous ne trouvez même pas les mots exacts pour exprimer. Quand vous dites sachet non biodégradable, oui, on peut expliquer. Mais quand vous faites, vous, sans votre émission, qui serait exactement ce qu'on peut faire dans le cadre de cette célébration de la Journée mondiale de l'environnement. Et donc, ceux qui sont dans les villages, dans les régions lointaines, l'information ne passe pas si vite. Et si vous allez là-bas, vous remarquez vous-même qu'effectivement, l'information n'a pas passé, vous avez beau être
un répressif, vous comprenez que oui, il faut aller de façon méthodique pour que les populations elles-mêmes acceptent, comprennent le bien fondé de votre action et aillent dans le sens que nous voulons. Mais si tout de suite, vous allez à la répression, ça risque de se retourner contre vous. Mais souvent, les gens font cette comparaison. Ils disent que dans notre pays, on a mené des luttes qui ont porté rapidement. Oui. Je prends par exemple le cas des faux médicaments. Oui. Cela a marché. Oui. Je pense sur le cas des casques. Oui. En quelques mois, aujourd'hui, même ceux qui n'ont même pas de moto, de vélo, ont de casques. Oui. Alors, on se dit, mais pourquoi on n'arrive pas à véritablement lutter contre les sachets plastiques? Peut-être que si on prenait une décision de façon régionale, on pourrait peut-être arriver à bout de ce fléau. Non, c'est juste, vous voyez, votre question est très pertinente. Quand on prend les casques, dès que vous n'avez pas de casque, on vous voit directement. Ouais. On pourra vous sanctionner, puis c'est dit, c'est fait tout de suite. Quand quelqu'un a dans son sac 2 ou 5 sachets plastiques non visibles, mais c'est là, vous ne pouvez pas savoir. C'est différent. C'est pourquoi il est prévu des méthodes de détection de ces sachets plastiques au niveau de nos corps de contrôle. Comme je le dis souvent, sans une méthode, une approche appropriée aux circonstances nationales, votre action risque de se retourner contre vous. Et nous, le ministère de cadre de vie, à la tête duquel se trouve le ministre Toronto, qui est un homme rigoureux, méthodique, c'est oui, il faut aller dans tel sens. Et ce que nous faisons, ce que nous allons voir, ce n'est pas tout de suite. L'environnement, c'est ça, la caractéristique. On ne voit pas tout de suite l'impact des actions qu'on mène dans le domaine de l'environnement. Si on construit une route, on voit tout de suite. Si on construit une école, on voit tout et tout. Mais l'environnement... L'action environnementale... Oui, vous voyez, mais on ne le dit pas assez. Vous voyez, quand vous prenez les motos, là, en temps au Bénin ici, on avait des motos à 2 temps qui faisaient que Cotonou est très pollué. Les partenaires économiques, les partenaires techniques et financiers qui venaient à Cotonou n'aiment pas durer pendant longtemps à Cotonou. Pourquoi? Parce que la qualité de l'air est invivable. Quand on a commencé la pollution, la répression, mais naturellement ça a diminué. Mais qu'est-ce que le gouvernement a fait en plus? C'est que le gouvernement a mis en place une exonération des taxes pour ceux qui importent les véhicules à l'état neuf, et les motos 2 temps ont été remplacées par les motos 4 temps. Vous voyez, il ne suffit pas seulement de réprimer, mais c'est de trouver toujours des solutions alternatives pour que les populations s'adaptent à la nouvelle mesure qui est mise en place. Alors aujourd'hui, pour le 5 juin, est-ce qu'il y a une action particulière que la direction de l'environnement et du climat veut mener? Merci beaucoup. C'est vraiment même l'essence même de notre action. Dès le 4. Ouais. Le 4, on sera à la direction générale des impôts, à la salle de conférence de la direction générale des impôts, où nous aurons 4 communications vraiment scientifiques et pratiques sur les sachets plastiques, la réglementation, les impacts environnementaux et sanitaires des sachets plastiques, les opportunités de reconversion en application de la loi portant interdiction de la production, et également ce que l'environnement peut offrir pour que les sachets plastiques, ceux qui s'intéressent à ce secteur-là, puissent se retrouver, ne perdent pas toujours leur emploi. Okay. Et c'est là le Fonds national pour l'environnement et le climat va intervenir pour expliquer les opportunités de projet que chaque Béninois peut, si vraiment le désir, entreprendre pour gagner de l'argent en s'intéressant aux déchets plastiques. Et vous voyez, il y a un proverbe qui le dit tout le temps, dicton. Les déchets, c'est de l'or. C'est de l'or. On va venir tôt ou tard, dans l'économie circulaire, à montrer l'importance des déchets. Et nous, au ministère du cadre de vie, on est dans cette optique-là, aller à l'économie circulaire où rien ne sera laissé. Les déchets que nous considérons comme déchets, là, ça va partir. Et même les sachets plastiques. Il me rappelle Mme Doutou, peut-être à son âme, ce qu'elle a fait avec les sachets plastiques. Les chapeaux, les sacs, tout et tout. Et même maintenant, même les charbons, les briques. Ouais, on construit avec pavés. Oui, pavés. Et donc, c'est pour dire qu'il y a des innovations qui sont en cours. Et quand ça va prendre de l'ampleur, tout le monde va constater que même les sachets là vont disparaître. Parce qu'on va les utiliser. Il y a des gens qui s'organisent maintenant pour collecter les sachets là, pour en faire une source de revenus. Et ça, c'est important. Vous allez voir, ça va s'accentuer. Et quand on va saisir l'impact réel de cette action,
le ministère de cadre de vie, l'ensemble du gouvernement va accompagner ces acteurs-là pour que notre cadre de vie se porte vraiment mieux. Merci beaucoup à vous, M. Ibila Djibril. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'environnement et du climat. Avec vous, on a parlé bien sûr de la journée mondiale de l'environnement qui met un accent particulier sur la lutte contre les sachets plastiques. Vous l'avez dit, on aura, c'est sûr, d'autres opportunités pour vous avoir dans ce studio, parler plus longuement de la thématique. C'est très important, elle est vaste. Les méandres, on ne peut pas les appréhender maintenant. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup, William. Merci beaucoup, cher ami. Merci beaucoup à vous, directeur. On vous souhaite une bonne journée du mardi. Je voulais vous inviter aussi à la direction générale des impôts pour suivre les communications le 4 juin prochain. Demain, voilà. Le 4 et le 5. Le 5, ouais. Où les experts, les sociétés même, Sim Benin, Sobebra, eux tous vont venir. Ils seront là. Vous parler de la responsabilité sociétale de l'entreprise pour qu'ils comprennent, qu'elles comprennent, voilà ce qu'elles doivent faire. Ouais. On a prévu des scientifiques pour expliquer largement cette thématique-là, afin qu'on puisse vraiment s'en approprier et prendre des actions idoines qui conviennent. Merci beaucoup à vous. Vous passez une excellente journée du mardi et à très bientôt. Juste après vous, avant de retrouver par la suite donc, le forum de discussion, on va retrouver le monsieur Anagonou du Centre national de sécurité routière avec qui on évoque cet accident de la route qui a fait plusieurs morts et des blessés. On parle de cet accident qui a fait 5 morts et 20 blessés, une fois encore à Dassa. À l'origine, la collision entre un bus de transport en commun en provenance de Cotonou et un camion chargé de bétail. Un nouveau drame sur la route qui inquiète et surtout qui interpelle. Pour évoquer le sujet, je reçois ici sur ce plateau Georges Anagonou. Il est le chef du service communication et coopération au Centre national de sécurité routière, le CNSA. Bonjour et bienvenue, monsieur Anagonou. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour aux téléspectateurs. Comment allez-vous? Bien. Bien, comme vous me voyez ce matin. Absolument. Alors, quand on travaille au CNSR, et une fois encore, on recense un drame de cette nature, vous êtes sûr qu'on va très bien? Physiquement, oui, vous me voyez, mais bon, sur le plan professionnel, depuis dimanche, donc je ne vais pas très bien. J'ai d'ailleurs dit que j'étais au nord quand est arrivé un autre cas en Dali, où 4 personnes sont mortes. Et puis ici, au nom du ministre de cadre de vie, ministre Tonanto, et au nom de mon directeur, M. Ariel Sacramento, je voudrais avoir une pensée pour les victimes et leurs parents surtout. Vous savez, quand un accident arrive, c'est un drame. C'est un drame dans une famille, ça désorganise et ça laisse des séquelles qui restent pendant longtemps. Donc, quand vous êtes en train de travailler, vous vous dites, je mets un plan de communication en place pour pouvoir sensibiliser, m'approcher. D'ailleurs, on était au nord pour discuter avec les conducteurs sur les gares routières et tout, quand c'est arrivé. Vous êtes un peu abattu parce que vous dites, et le bilan de ce que je fais et tous ces plans que nous mettons en place, est-ce que ça prend, mais après on dit que l'accident est un accident. Et puis dans la vie, en milieu de transport, le risque zéro en matière d'accident n'existe pas. Ça n'existe nulle part. Donc nous, hier déjà depuis le dimanche, notre directeur a commencé par nous mettre la pression et hier on s'était déjà retrouvés en réunion pour étudier nos méthodes et voir s'il y a encore autre chose à faire. Et sur ce tronçon-là aussi, il y a 2-3 semaines, le ministre Sayadji nous avait amené à faire une inspection là-bas et nous avait donné des instructions. Nous étions en train de penser à comment mettre en place ces instructions lorsque cette situation est arrivée. Est-ce qu'on a pu identifier ce qui s'est passé ce dimanche à Dassa? Oui, voilà. Vous savez, aujourd'hui, les réseaux sociaux ont leur bilan. Les réseaux sociaux ont leur bilan. Et les travailleurs de la route ont aussi leur bilan. Quand il y a un accident dans notre système, c'est la police qui a accès à la scène d'accident. Et c'est lorsqu'elle se rend sur la scène d'accident qu'elle commence par nous donner les premiers éléments. Et donc, ça fait que le CNSA ne réagit pas tout de suite. Ce n'est pas notre habitude. Nous attendons les éléments. Et pour déterminer les causes d'un accident, il faut beaucoup d'études, il faut des hypothèses, il faut les vérifier et tout. Ce que nous savons et qui est sorti du premier rapport de la police, vous parliez de 5 morts, non, le rapport parle de 8 morts plutôt.
c'est encore plus considérable. Et il y a eu 2 accidents. Au fait, il y avait un premier accident et sur la scène, un bus qui attendait a été percuté par derrière par toujours un ensemble articulé dont le système de freinage était visiblement défaillant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça fait que dans ce deuxième accident, je pense qu'il y a eu 12 blessés et dans le premier accident, il y a eu 11 blessés. Ce qui fait que les gens parlent de 23 ou 22 blessés. Heureusement, dans le second accident, il n'y avait pas de mort. Il y avait des choses là. Mais le rapport montre tout de suite que le chauffeur de l'ensemble articulé a perdu le contrôle de son véhicule. Et lorsqu'il perd le contrôle, il a perdu le contrôle de son véhicule, il s'est retrouvé dans le couloir adverse, le couloir opposé qui n'est pas son couloir. Et ce faisant, il a percuté frontalement le bus qui attendait. Et c'est ça qui fait que les images ne sont pas jolies à regarder. Et on le dit souvent, quand il y a accident, c'est pas évident c'est pas facile de visionner ces images-là, mais en sécurité routière, nous sommes obligés de visionner et vous allez voir le bus déchiré par devant parce que l'ensemble articulé a chargé des bêtes et pour charger ces bêtes, quand vous les voyez souvent, ils font des étages dans le véhicule et ces étages-là avec des arbres et tout, c'est tout ça qui a déchiré le bus. Et sur le coup tout de suite, c'est que les 2 chauffeurs étaient partis pour cet accident-là parce qu'ils étaient les premiers à recevoir les impacts. Et après, il y a eu... on avait continué d'ailleurs le dimanche à fouiller dans le bus pour voir si on allait découvrir encore d'autres corps peut-être qui étaient cachés qu'on n'avait pas vus. Donc vous voyez, quand ça vient comme ça, nous sommes demandés, mais... Et les conseils, la sensibilisation que nous faisons, parce que au cours des recyclages, nous disons aux conducteurs, surtout ceux qui font de longue durée et de longue distance comme ça, nous leur disons, il faut être dans un état psychologique et dans un état physique avant de pouvoir prendre le volant. Vous ne prenez pas le volant n'importe comment. Et quand vous prenez le volant et que vous sentez une faiblesse, de grâce, arrêtez-vous tout de suite. Ne dites pas, peut-être que ce chauffeur se disait... Quand je vais, puisqu'il était là, lorsque je serai à Dassa, je vais me reposer. Peut-être qu'il se disait ça, parce qu'il a déjà senti la fatigue, déjà à ce niveau-là, puisqu'il a perdu le contrôle de son volant. Et peut-être il se disait que quand je vais arriver à Dassa, je vais me reposer. Et je le dis encore ce matin, on ne fait pas ça avec la conduite. Quand vous sentez la fatigue, arrêtez-vous tout de suite, reposez-vous 15 minutes et après vous reprenez la voie. Donc, l'hypothèse aujourd'hui qu'on peut défendre, c'est que ce conducteur de l'ensemble articulé a perdu le contrôle de son volant et il est allé percuter frontalement un bus qui était dans son couloir. Alors, le drame est arrivé. Voilà, en gros, ce qui est arrivé sur le champ et faire les analyses, c'est encore autre chose. Ce qu'il faut dire, c'est que, nous le disons souvent, la route inter-État numéro 1 est une route meurtrière, est une route sur laquelle nous avons plus de dégâts, plus de morts, parce que c'est une route en matière de trafic, est très sollicitée. Jusqu'à Malanville, c'est très sollicité par l'Interland et tout. Et souvent, c'est avec des poids lourds, parce que c'est des gens qui transportent des marchandises qui amènent vers les pays de l'Interland. D'accord ? Et ils sont en race campagne. Et en race campagne, c'est des gens qui ne respectent pas la vitesse. Nous l'avions toujours dit pour dire dans notre pays, la cause numéro 1 en ce qui concerne les accidents, c'est l'excès de vitesse. C'est l'excès de vitesse. Et lorsqu'un camion comme ça est en excès de vitesse, vous voyez tout son poids. Le poids fait qu'il entraîne une force cinétique très puissante et quand le choc arrive, ce sont des drames. Et donc, sur ce tronçon-là, souvent, les gens sont en excès de vitesse et quand le drame arrive, vous avez vu à Ndali, les 4 personnes sont mortes sur le coup parce que le choc était violent. Nous recevons des accidents graves sur ce tronçon, il faut le dire, et nous en appelons à chaque fois aux conducteurs, aux usagers qui utilisent ce tronçon, qui doivent certainement faire très attention parce que ne pas respecter les règles du code de la route, d'ailleurs, je préfère pour le dire, quand on a fini de faire l'inspection avec le ministre Ayadji, le ministre nous disait au niveau du Centre national de sécurité routière, à voir effectivement, quand vous êtes là, vous voyez la vitesse avec laquelle les gens circulent, vous avez peur vous-même.
Et il nous dit, la sensibilisation, ce n'est pas une seule fois en passant, et qui nous instruit, nous autres, au niveau du Centre national de sécurité routière, à faire quelque chose, à étaler la sensibilisation sur ce tronçon-là pour que les gens puissent limiter leur vitesse. Et puis, quand on voit là où s'est produit ce drame dont on parle, on est en train de parler actuellement, il s'agit de Dassa. On a l'impression que Dassa s'est tristement rendu célèbre pour ses cas meurtriers. On se souvient de ce drame qui s'est produit en 2024 où plusieurs personnes ont péri dans un bus d'une compagnie commerciale. Entre-temps, on a recensé également d'autres cas d'accident à Dassa. Pourquoi Dassa, j'ai envie de dire, est meurtrier? J'ai dit d'abord que tout le tronçon est meurtrier. Tout le tronçon, parce que c'est un race campagne, du moins, excusez-moi, et c'est des gens qui font de longues distances, d'accord? Donc, on date déjà ça. Donc, si c'est ça, c'est que c'est le long du tronçon et que ce n'est pas seulement à Dassa, d'accord? Il y a parfois des accidents qui sont spectaculaires. Et c'est celui dont on parle par exemple, et il se fait que ça s'est passé à Kankwétin, disons, à 5 km de Dassa à peu près, d'accord? Et celui que vous avez rappelé tout à l'heure, il y en a eu d'autres aussi. Ce qui est là, lorsqu'il y a un accident, il faut que le DIC de sécurité routière aille vérifier est-ce que la géométrie de la route est en cause en ce moment-là. Est-ce qu'il y a un problème d'infrastructure dans cette partie qui fait que les accidents se répètent? Je voudrais dire que de Boycon à Dassa, la voie a été, parce qu'il y a eu un entretien qui a fait que la voie a été refaite. Vous vous rappelez, il y a quelques temps, c'était très difficile de circuler là-dessus, mais la voie a été refaite et ça circule bien aujourd'hui. Donc, problème géométrique de la voie, c'est pas sûr. Mais l'inspection spécifique que le directeur du Centre national de sécurité routière nous a demandé de dépêcher là, nous permettra de voir est-ce qu'il y a un problème spécifique au niveau de la voie. S'il y a un problème spécifique, ça va être corrigé. Et Kankwétin, c'est même pas l'endroit où il y a beaucoup de trous sur la voie. Là, on aurait dit que bon, le chauffeur il est en train d'éviter un trou et il est arrivé dans le couloir. Cette fois-ci, c'est pas ce que le rapport de la police dit. Ce que le rapport de la police dit, c'est qu'il a perdu le contrôle de son... Et ça s'est passé, imaginez-vous, à 2h du matin. À 2h du matin, c'est sûr que le sommeil battait son plein sur lui et il n'a pas pris le temps de s'arrêter pour reprendre ses forces. Il s'est peut-être dit, je vais avancer un peu avant de le faire. J'arrive à Dassa, je peux manger, je peux faire tout ce que je veux à 2h du matin. Je pense que c'est le comportement à ne pas avoir lorsqu'on est sur la route. Quand vous êtes fatigué, c'est que vous êtes fatigué et vous devez vous arrêter. Très bien. Et si tout va bien, demain, on sera ici sur ce plateau avec la police républicaine, fortement sollicitée également en cas d'accident. Nous allons examiner ensemble les causes des accidents sur la route et pourquoi pas essayer de trouver des alternatives, les solutions pour que la route ne soit plus meurtrière, pour que quand quelqu'un prend son volant pour aller d'un point A à un point B et puisse faire ce trajet-là en restant sain et sauf. Merci beaucoup à vous, monsieur Anagonou. Vous êtes le chef du service communication et coopération au Centre national de sécurité routière. Merci de nous avoir permis d'en savoir un peu plus sur ce drame qui a endeuillé ce week-end plusieurs familles. Donc cet accident de la route. Vous passez une excellente journée du mardi. À très bientôt. Merci à vous. Bonjour le Bénin, on va retrouver sans transition le débat matinal, le forum de discussion avec William Apollinaire Tchoki et Alain Tossounon. Nous nous intéressons à la journée nationale de l'arbre, 41 ans déjà que cela dure. Alors oui, on parle d'un Bénin vert, 41 ans déjà que le Bénin commémore chaque 1er juin la journée nationale de l'arbre, une initiative pour restaurer, on va le dire ainsi, le couvert végétal du pays. Mais au-delà du folklore qui veut que chaque 1er juin, tout le monde aille planter un arbre dans une démarche presque mécanique, qui sont les vrais héros du reboisement, qui sont vraiment les champions d'un Bénin plus vert et quel bilan peut-on faire après 41 ans? On s'imagine que l'initiative a mûri et que, évidemment, on peut commencer déjà par tirer les grandes leçons de cette campagne nationale
de reboisement. Pour en parler, j'ai avec moi Alain Tochouan qui sera rejoint par William. Bonjour Alain. Bonjour Eman. Comment allez-vous? Oui, je vais très bien. Vous avez planté votre arbre encore une fois ce 1er juin? Non, pas encore, mais comme c'est la campagne, on a beaucoup de jours pour planter l'arbre. Les autres que vous avez mis en terre, c'est devenu quoi? Moi, je continue par recevoir des mangues à Cotonou parce que j'ai planté des manguiers à la maison. Ah oui? Oui, bien sûr. Et donc jusqu'à aujourd'hui, ça continue par produire des fruits? Oui, bien sûr. D'accord. Alors, comme vous, il y a forcément plein de Béninois qui, chaque 1er juin, mettent en terre des plants. Malheureusement, la question qu'on se pose, c'est est-ce que 41 ans après cette initiative qui veut que chaque 1er juin, on mette en terre des plants, est-ce que ça a permis véritablement de rendre plus, on va dire, de redorer le couvert végétal du Bénin? Oui, je crois qu'on est... D'abord, il faut saluer cette initiative qui a été prise très tôt, en 1985. Et donc, depuis lors, il faut dire qu'il y a eu il y a une évolution. Il y a une évolution parce qu'on est parti d'une journée qui est consacrée à l'arbre exclusivement, maintenant à une campagne qui se déroule sur un mois ou plus d'un mois. Donc, c'est pratiquement sur toute l'année. Donc, on a connu aussi un certain nombre de phases. Vous avez vu cette initiative 10 millions d'arbres. 10 millions d'arbres. Tout ça a contribué un peu à, je dirais, mobiliser davantage tous les citoyens. Aujourd'hui, on voit beaucoup le secteur privé également qui s'engage. Donc, si on doit faire le point, c'est qu'une évaluation a été faite et elle a montré, par exemple, qu'on a planté plus de 212 millions d'arbres en 37 ans. 212 millions? 212 millions d'arbres de plants en 37 ans. Donc, c'est quand même assez impressionnant. Donc, cette évaluation aussi a permis de comprendre qu'il y a, au début donc, de cette initiative, on a eu un problème de suivi et d'entretien des plants qu'on met en terre. Et je crois que les réflexions ont permis, donc, en termes également d'entretien, donc de mettre en place un certain nombre de stratégies, de dispositifs pour s'assurer qu'effectivement que ces plants qu'on met en terre donc, vont continuer à rester, mais également aussi en termes donc, de choix des espèces. On est passé à des espèces qui permettaient, qu'on pouvait couper et tout ça, à des espèces, je dirais, en voie d'extinction, donc de plus en plus, mais aussi à des espèces autochtones. Donc, on essaie, parce qu'on a constaté qu'il y a un certain nombre d'espèces qui veulent disparaître. Donc, il faut dire qu'effectivement, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que le rythme donc, de reboisement ne suit pas le rythme de dégradation. Vous savez, le Bénin perd chaque année 110 000 hectares donc de déforestation, en termes de déforestation. Mais est-ce qu'on arrive effectivement à à planter donc, cette superficie-là par an, donc, parce qu'il y a des facteurs, il y a un certain nombre de facteurs qui font qu'aujourd'hui, donc, la déforestation, elle va à un rythme très accéléré, surtout au nord du Bénin. Alors, William, aujourd'hui, au-delà de la folklorisation, oui, tout le monde veut mettre en terre un plan, ça devient presque mécanique, et pour certains même, ça devient du greenwashing. On essaie de surfer sur un storytelling qui veut que telle entreprise est une entreprise verte parce qu'on a mis en terre 200 000 plans. On sait tous que c'est pas vrai, ou qu'on n'a jamais suivi ces plans, qui sont tous décédés au bout de quelques jours. Bref, au-delà de la folklorisation, qui sont réellement, moi j'ai envie de savoir, les héros du reboisement au Bénin. Ce sont les forestiers, ce sont, on va dire, les associations qui sont les héros du reboisement. Je ne veux pas nommer un seul héros en ce qui concerne le reboisement dans notre pays parce que les choses ont évolué entre-temps. Vous savez, au départ de cette initiative de 85 Journées de l'arbre, c'était beaucoup plus l'État seul qui menait cette action de mise en terre de plants. Mais avec le temps, la société civile aussi s'y est mise fortement. Je veux parler des ONG. Donc, il y a quand même aujourd'hui beaucoup d'ONG qui font beaucoup dans cette action de reboisement, de repeuplement de notre couvert végétal. Donc, je suis tenté de nommer plusieurs héros dans cette action de repeuplement, et les eaux, forêts et chasses, et aussi la société civile, les ONG, surtout spécialement dans la question de l'environnement, qui font quand même beaucoup dans ce sens. Il y a aussi des personnes, des individus qui ont pris conscience
de ce que notre environnement change chaque jour. Et ils se disent, mais si on ne met pas assez d'arbres en terre, assez de plants en terre, on pourrait se créer d'autres problèmes les années à venir. Vous savez, aujourd'hui, on parle de changement climatique, la chaleur est intense. Actuellement, nous sommes en saison pluvieuse, mais on ne sent pas du tout qu'il pleut. Donc, il y a ces gens qui, seuls, prennent l'initiative spontanément de mettre en terre des plants. Ils ont des espaces et tu les vois, ils ont, par exemple, les gens qui ont des maisons, vous entrez, c'est de forêt. C'est une véritable forêt. Donc, sans tambour ni trompette, ils mènent des actions écolo. Donc, il y a tellement de héros qui mènent ces actions de repeuplement. On ne peut pas les nommer tous. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est de montrer aux gens que mettre en terre un plan, l'entretenir pour que cela pousse, grandisse, pourquoi pas mettre en terre un fruitier qui va donner quelque chose à la communauté, c'est mener une action, une grande action de sauvegarde de notre environnement. C'est de montrer aux gens que la seule solution aujourd'hui contre les changements climatiques, contre ce que nous avons comme mot qui touche notre environnement, c'est la mise en terre des plants, de les entretenir. Vous n'avez pas, par exemple, des sociétés qui parfois donnent des statistiques. J'ai mis en tête 200 000 plants, 100 000 plants, 50 000 plants. C'est de voir comment est-ce qu'on entretient. Et on sait tous que c'est pour le bilan de la RSE. Exactement, c'est de voir comment est-ce que cela... C'est quand même bénéfique pour, pour le climat, pour l'environnement. Il faut bien que la RSE ou le RSE puisse justifier de quelque chose. Moi, j'aurais voulu que toutes les entreprises, toutes les administrations de notre pays se disent, OK, j'achète un domaine ou bien au niveau de l'administration, bon, c'est vrai qu'aujourd'hui on terrasse tout, il n'y a pas d'espace pour mettre en terre. Au moins on peut aller acheter des domaines. Ou choisir quelqu'un, on dit voilà, vous par exemple vous avez un champ, on choisit cette année de venir dans votre champ, mettre en terre des plants et nous sommes prêts à suivre cela jusqu'à ce que cela atteigne un niveau. Et là, chacun aura joué sa partition pour le développement du couvert végétal. Alors, moi, je pense que pour répondre à votre question, c'est vrai, il a cité, il y a beaucoup de héros qu'on doit citer, mais je pense que les vrais champions, ce sont les communautés locales. Pourquoi je le dis? Parce que si aujourd'hui, vous voyez, on n'est pas un pays, grand pays de forêt, mais nous avons, si on a pu conserver certaines forêts, comme les forêts sacrées, c'est grâce aux communautés locales. Et donc, il faut leur rendre hommage parce que, à cause de ces communautés locales, nous avons encore un certain nombre donc, de forêts qui continuent encore à être là. Parce que si vous prenez les forêts classées, où l'État a la responsabilité donc, de les entretenir, de les sauvegarder, mais le bilan, il n'est pas bon. Le bilan n'est pas bon par rapport aux forêts classées. Mais par rapport aux forêts sacrées, le bilan est quand même bon. Pourtant, le Bénin, c'est l'un des pays pionniers en matière de cogestion des forêts. Il faut le dire, dans la sous-région, on a très tôt compris, et même par rapport à ces forêts sacrées, c'est la cogestion. Puisque quand on a responsabilisé les communautés locales, on a vu le résultat. Aujourd'hui, vous allez à les différentes forêts où on amène les gens voir et tout, la plupart sont des forêts sacrées. Parce qu'on a pu conserver, et avec toute la biodiversité. Donc, je pense que les premiers champions, les personnes qu'il faut saluer, c'est les communautés locales. Et je crois ça où la voie en termes de qu'est-ce qu'on fait en termes de durabilité, de la sauvegarde de nos forêts, de tout ce qu'on a comme couvert végétal, c'est de confier davantage, de responsabiliser les communautés locales. Parce qu'on a vu, quand on responsabilise, quand c'est l'État qui est responsable et tout, bon voilà, on connaît un peu le bilan. Aujourd'hui, quand on prend l'état des forêts sacrées, des forêts classées, c'est que, qu'est-ce qui s'est passé? L'agriculture extensive fait qu'on agresse pour faire le champ. Ensuite, vous avez le bois d'œuvre que les gens recherchent, ils vont, ils coupent. Et puis finalement, vous voyez, c'est à l'entrée, vous voyez quelques arbres, mais quand vous allez à l'intérieur, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Moi, j'ai été quelques années, j'ai été scandalisé quand je suis retourné au village à Binimao chez moi. Mais quand on allait au champ, on avait même peur parce qu'il y avait tellement le couvert végétal. On avait peur parce que c'était ombragé et puis bon, voilà. Mais tout est parti pratiquement. Le jour-là, j'ai failli pleurer. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on a tout détruit. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut revenir aux bonnes pratiques, responsabiliser les communautés locales et se dire, et mettre en place, donc quand je dis que le Bénin a été un pays pionnier, c'est que même par rapport aux taxes qu'on prélève, on donne une partie aux communautés locales et ça sert à entretenir. Parce qu'il faut que les gens aient un intérêt pour s'engager davantage. Donc je pense qu'il faut vraiment faire en sorte que effectivement ces communautés locales soient davantage sensibilisées. Et même les paysans, vous voyez aujourd'hui, dans votre champ, vous n'avez pas le droit, s'il y a une carité, de le détruire. Mais tout ça aujourd'hui on détruit. Vous avez des champs où il n'y a plus aucun arbre.
Au moins, on les sauvegardait. Le karité, le néré, tout ça, on sauvegardait. Mais tout est parti. Donc, je pense qu'il faut revenir aux bonnes pratiques, responsabiliser davantage les collectivités et, comment on appelle, les communautés locales, les chefs traditionnels que nous avons encore. Il faut leur confier donc cette responsabilité-là pour que nous puissions encore sauvegarder ce que nous avons. Parce que le rythme de dégradation, il est. On a fait l'évaluation qui montre que, par exemple, 1,4%, on perd 1,4% de couvert végétal par an, de forêt par an. Mais si on continue à ce rythme-là, c'est qu'on va arriver un jour où finalement, on ne pourra même pas montrer une forêt à chose-là. En dehors des réserves que nous avons, qui sont bien entretenues et autres, et il faut saluer tous les efforts qui sont faits, le parc Mandjari, autour du parc W. Au moins, ça permet effectivement donc d'avoir une biodiversité. Mais au-delà, en dehors des forêts sacrées, ce qui reste, et il faut absolument que la politique publique que nous avons aujourd'hui fasse en sorte que, par rapport aux forêts classées, qu'effectivement on fasse le point et qu'on voit comment on peut encore sauver la face. J'avais un exemple à citer, c'est Peter. Exactement, c'est vrai que je n'arrive pas à prononcer le nom. Ce Suisse, ce Béninois suisse, qui a acheté au départ des parcelles vides, dégarnies à Drabobo. Et aujourd'hui, il y a une forêt de 14 hectares. Vous imaginez, c'est des initiatives comme ça, je vois voulu. Pourquoi pas nous, compatriotes, nous Béninois de souche, pourquoi pas ne pas prendre ce genre d'exemple et le faire, avoir des domaines, mettre en terre assez de plans dessus. L'autre chose que je vais demander, c'est qu'on arrive à territorialiser cette célébration du 1er juin. Si on confie désormais aux communes, aux collectivités territoriales, cette action de repeuplement, je crois peut-être que ça va faire bouger un peu. Parce que souvent, quand on est 1er juin, on voit ça au sommet de l'État. L'État s'organise. Mais on voit aussi les préfets qui se déplacent pour aller mettre en terre des plans avec les maires et autres. Et puis après le lendemain, plus rien. Alors si on arrivait à territorialiser cette action comme on l'a fait pour les ATDA, on sent que voilà, vous, dans cette commune, c'est telle espèce, essence qu'on va mettre en terre et on se donne des challenges quoi. Dans 5 ans, dans 10 ans, comment on verra cet espace? Je suis sûr que dans chaque commune, on aura des poumons verts. Aujourd'hui, vous êtes dans des communes autrefois bien vertes, mais aujourd'hui, il n'y en a plus. Il a donné l'exemple de Béni, chez lui à Béni. Béni Maro. Mais pour moi, c'est inimaginable qu'on arrive. Oui, mais que ces zones autrefois bien boisées, où pour entrer, vous avez peur, mais aujourd'hui, c'est clairsemé. Il n'y a plus rien. Et avec la chaleur que nous avons aujourd'hui, elle devient plus intense. Mais quelle terre nous laissons à nos enfants? C'est la question qu'on se pose. Est-ce qu'à dire on va tout couper, tout gâter et laisser quel espace à nos enfants? Je me dis, il faut qu'on réfléchisse à tout ceci. Alors, messieurs, intéressons-nous quand même un peu à l'état actuel de la ville métropole de notre pays, Cotonou. On estime que Cotonou n'est pas suffisamment boisé, et ça se voit. C'est vrai qu'il y a des efforts qui sont en train d'être faits, notamment par les pouvoirs publics ou avec le programme asphaltage. Il y a un pont qui est donc qui s'intéresse au reboisement, où on délimite des espaces pour pouvoir mettre en terre des plans qui finalement arrivent quand même à verdir nos artères. J'ai vu dernièrement sur le boulevard de la Marina, notamment sur la route des pêches, des plans qui sont en train d'être mis en terre et qui ont déjà même commencé par pousser. Et donc, on se demande comment est-ce qu'on en est arrivé à un Cotonou pas si vert que ça finalement. Vous savez, quand on a de beaux jardins, on a de la belle verdure. Vous savez, quand on prend la ville de Cotonou, il y a des quartiers qui avaient des noms emblématiques qui sont encore là. On dit pas de Bégamin, à Tikamé. Mais alors, pourquoi ne pas revenir à moi, peut-être que moi, c'était pas encore né, mais pourquoi ne pas faire de telle sorte, même si on a aujourd'hui restaurer cela. Il faut restaurer. Pour que ces quartiers-là gardent leur nom, leur vraie identité. Donc, pour moi, c'est un défi normal pour les populations d'en arriver à cela. Aujourd'hui, vous l'avez dit, quand on voit nos acteurs à Cotonou, on sent quand même qu'il y a une certaine action de repeuplement qui a été faite au niveau de nos voies. Mais pour moi, ça me réjouit de voir que l'État a pris conscience, s'est dit, mais nos voies doivent être verdies. Et puis, on sent quand même une certaine beauté quand vous sortez. Pour moi, c'est intéressant. Le problème maintenant, c'est que quand un arbre est devant votre portail, ça ne coûte rien chaque matin de sortir avec un seau d'eau, d'arroser cela. Ça ne coûte rien du tout. Donc, pour moi, chacun doit jouer sa part. Même si le truc est à 100 mètres de votre maison, prendre de l'eau, arroser.
Pour moi, c'est bénéfique. Pour moi, c'est vrai, au-delà de l'embellissement de la ville, il y a une urgence à planter les arbres. Donc, ce n'est pas la même chose. Absolument. Ce n'est pas la même chose. Je crois qu'il y a eu, le PNUD avait accompagné un certain nombre de communes pour verdir leur plan de développement communal. Verdir, ça veut dire que tout ce que l'action publique au niveau local, au niveau des communes, c'est qu'on devrait sauvegarder l'environnement. L'environnement ne doit pas être... Et c'est pour ça que je dis, moi je prêche pour qu'on sorte de l'approche sectorielle. La question de la sauvegarde de l'environnement ne doit pas être l'apanage du ministère du cadre de vie et des agents d'eau et forêt, mais ça doit être l'affaire de tout le monde. Ça doit être l'affaire de tout le monde. On ne peut pas concevoir qu'on ait des écoles aujourd'hui, il n'y a pas d'arbres. Mais comment on fait le cours aux enfants sans leur montrer l'arbre? Avant, on vous sortait de la classe pour montrer l'arbre et faire le cours. Mais aujourd'hui, il n'y a pas d'arbres dans les écoles. C'est quoi, on parlait de la science d'observation. Mais science d'observation. Mais comment on fait l'observation s'il n'y a pas l'arbre? Donc je pense qu'il faut, c'est vrai, ce que le gouvernement fait est merveilleux en termes d'embellissement, on met des plans, mais et les autres villes? Il faut, et nous avons des villes emblématiques en termes, vous allez à Lokossa, vous êtes souvent impressionné, parce qu'il y a le couvert végétal et tout, mais et les autres villes? Donc je crois qu'il faut, comme il a dit, territorialiser. Il faut responsabiliser les collectivités territoriales. Et que la question ne doit plus être l'affaire seulement du ministère du cadre de vie. Et l'autre, comment vous pouvez faire le tourisme si vous n'avez pas des arbres? Donc je crois que tout ça, on doit se dire comment on fait pour amener tous les secteurs. Tous les secteurs. Vous prenez un bus, vous voulez vous arrêter quelque part, si vous n'avez pas l'arbre, si vous n'avez pas l'ombre, vous faites comment? Dans les gares routières, il faut des arbres. Un peu partout dans les écoles, dans les centres de santé, il faut l'arbre. Et donc, et même à la maison, et c'est là où il faut responsabiliser aussi le citoyen. L'engagement citoyen, il est encore faible. Les gens, ils coupent les arbres comme ils veulent. À partir du moment où tu mets un arbre devant ta maison, ça devient un patrimoine commun. Tu ne peux plus te permettre d'aller couper ce arbre-là et de partir. Et il faut, comme il le dit, il faut lancer un défi à toutes les communes. Il y avait, au temps du ministre Luc Yankadia, que je salue, il y avait ce concours où on mettait, bon, je crois que ça a continué. Ça continue, seulement que oui, avec, ils le font avec le FNEC. Oui, mais ça doit être durable. Le problème, c'est qu'on a des initiatives qui sont, voilà, ponctuelles et tout, mais après, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on doit mettre en compétition les communes. Les communes qui ont déjà cette forte identité d'être des communes vertes, comme Basila, comme Lokossa et autres, qui ont vraiment des superficies. Donc, il faut faire. Maintenant, autour de Cotonou, puisque Cotonou fait partie des rares capitales où, au cœur de la ville, vous n'avez pas de forêt. Vous allez au Sénégal, vous pouvez aller à Anne, vous allez voir, vous allez à Ouagadougou, même au Niger, à Niamey, vous avez ça. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Il faut créer une chaîne autour de la ville de Cotonou. Nous avons déjà Paou qui est là, mais après, vers Alada, il faut créer. Il faut créer. Les forêts, on peut créer des forêts. Donc, je pense que c'est important de se donner ce défi-là pour dire, bon, OK, on va ceinturer la ville de Cotonou avec un certain nombre de... On a commencé, on peut avoir Assemen-Kodji. Je pense qu'il y a quelque chose qui se fait là. Donc, faire en sorte qu'autour de la ville de Cotonou, pour que nous puissions bénéficier de la qualité de l'air ici à Cotonou, si on ne peut plus avoir de l'espace, parce que vous allez avoir de l'espace ici, en dehors de la route des pêches, où on a les cocotiers qu'on a plantés et autres, vous n'avez plus d'espace pour planter. Mais ce qu'on peut faire, c'est qu'aux abords des voies, au moins, que ces quartiers-là, qui avaient cette identité-là, réputation, qu'on essaie de voir comment on va restaurer ça pour que nous puissions respirer de l'air pur au sein de la ville de Cotonou. Et aussi pour que l'odeur des forêts ne tombe pas dans l'oubli. C'est vrai, bien sûr. Très bonne odeur. Alors, rapidement. Oui, très rapidement. En fait, j'ai échangé hier avec une dame. Elle m'a dit qu'aujourd'hui, dans notre pays, on parle de tourisme. Et que les Blancs ont déjà tout le béton. Ils ont ça chez eux. Ils ne veulent pas voir le béton. Ils veulent voir autre chose. Et là, dans l'exemple, par exemple, du Guadeloupe, il dit, par exemple, les gens quittent la métropole. Il y a au moins 7 avions qui quittent la métropole par jour pour aller en Guadeloupe parce qu'ils veulent voir la nature. Alors, et profiter de la qualité de l'air. Nous aussi, on peut le faire ici. Absolument. Voilà, donc on a tellement d'opportunités à saisir. Voilà, c'est à nous d'aller maintenant au fond. Merci pour vos réflexions. On ne peut plus éclairer. Franchement, c'est toujours un plaisir de vous écouter. Blaise Adankpo, on va le recevoir tout de suite dans Sport Matin sur Bonjour le Bénin. Il sera en compagnie d'une Amazone. Elle a fini meilleure buteuse et meilleure passeuse, on va le dire ainsi, de la Ligue 2 française, championnat féminin. Son club a d'ailleurs accédé en Ligue 1, donc va jouer la première division la saison prochaine. Elle est l'une des artisanes donc de ce succès. On la reçoit ce matin.
Sport Matin avec Blaise Adampo. Blaise, bonjour. Bonjour Herman, bonjour à toutes, bonjour à tous. Sur ce plateau, une invitée, la meilleure buteuse de la Ligue 2 française chez les dames notamment. Voilà le trophée. Un trophée, ça fait plaisir de toucher. Hein. C'est vrai que j'ai jamais tapé dans un ballon professionnel. Enfin, j'ai jamais fait du foot professionnel. Mais bon, vous connaissez au moins mes compétences dans Blaise Adampo. Ouais, très bon attaquant, très bon milieu de terrain, très belle lourd, mais bon, efficace devant les buts. Vous marquez. Autre félicitations. Merci. Franchement, ça fait plaisir de vous recevoir sur le plateau de Bonjour le Bénin. Je lis ici meilleur buteur saison 2024-2025 avec votre club, le Racing Club de Lens. C'est bien cela, Blaise? Exactement. 15 buts cette saison, 7 passes décisives pour Aude Bédissi, l'attaquante des Amazones, mais également l'attaquante du RC Lens qui accède donc désormais à l'élite du football féminin du côté de la France. Aude Bédissi, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Quand on parle d'accession à l'élite du football féminin du côté de la France, c'est qu'il y a eu un très bon parcours, et notamment ce dernier match où il fallait gagner en déplacement face à Toulouse. Et l'honneur est venu à qui de marquer ce troisième but? L'honneur est venu à Aude Bédissi. Le but que je vous propose de revoir. Mais ouais, parce que ce ballon est récupéré rapidement par les Toulousaines. Gaël Grillon, attention, parce que là, ce ballon est donné dangereusement. Et c'est la punition pour Toulouse qui se loupe sur ce renvoi. Et cette fois-ci, le banc touche du Racing Club de Lens qui exulte. On peut voir les Lensois sur le banc prêts à célébrer, prêts à rentrer sur la pelouse. Voilà. Et c'est terminé du côté du stadium de Toulouse où le Racing Club de... Allez, ce contrôle, le râteau presque, hein, qui élimine la gardienne de but, franchement, je suis fan. Ah oui, but, comme on dit, comme Renard de surface, hein, c'est ça. Tu rôdais dans la surface de réparation et là, cette balle, il fallait en profiter. Quelle a été la sensation quand tu as mis ce but? Mais je n'ai pas les mots pour expliquer ce que je ressentais. Je ne savais même pas où aller quand j'ai marqué ce but parce que c'était incroyable parce qu'on perdait à la 86e minute et à la fin, on gagne 3-2. Donc, ce but-là, je pense que c'est le plus beau, vu son importance, c'est le plus beau de ma carrière. Et c'était très important pour l'équipe. Ça nous a libérés en quelque sorte. Ah oui, ça vous a notamment libéré hein, parce qu'il y avait bien avant cette rencontre le match face au FC Metz que le RC Lens a perdu, mené 3-0. Oui, l'équipe de Aude Bédissi est revenue dans la partie à 3-2 pour finalement s'incliner. Mais oui, la célébration c'était sur le terrain, mais également dans les vestiaires. On revoit également ces images. C'est très intéressant quand on arrive ensemble à faire des exploits de cette nature. Comment est-ce que personnellement vous appréhendez cette saison où vous terminez quand même meilleure buteuse et meilleure passeuse? C'est la saison la plus aboutie de votre carrière, j'imagine. Oui, je pense que c'est ma meilleure saison en tant que footballeuse parce qu'au début de la saison, on n'y croyait pas forcément parce que dès les premières journées, on pensait au maintien, je pense, parce qu'on avait fait un match nul la première journée et la deuxième journée, on a perdu contre Toulouse à domicile. Donc, on ne pensait vraiment pas à la montée et à partir de la troisième journée, ça a tout changé contre Nice. Cette victoire, 7-1, ça a changé notre mentalité. On a enchaîné les victoires et collectivement, on a fait... une saison historique pour ce club-là parce que c'est jamais arrivé auparavant. Quand le Lens a été créé, la section féminine a été créée, c'était jamais arrivé. Ça fait 5 ans aujourd'hui que ça a été créé. Donc, c'est ma meilleure saison et je suis très fière. Vous marquez beaucoup de buts. Hein. À l'image, on a quand même de cette reprise de voler
à l'extérieur de la surface de réparation. Également buteuse sur coup franc lors de cette saison. On revoit ce joli but. Je crois que c'est un match qui était vraiment difficile également, où vous marquez derrière le but de la victoire. Saison parfaite pour vous, on l'a rappelé, 15 buts, 7 passes décisives, des beaux buts. Oui, quelles sont les ambitions de Aude avec le RC Lens? Mais notre ambition, c'était de monter en première division. On l'a fait et on est très fiers. Mais après tout cela, c'est le plaisir qu'on a donné au public, parce que ça les tenait à cœur de montrer qu'on existait dans le championnat en France. Et le plus beau cadeau, c'est d'offrir cette montée aux supporters de Lens. Alors, qu'est-ce que ça vous fait actuellement de vous dire que la saison prochaine, vous allez jouer en D1 Arkema, de jouer le Paris Saint-Germain, de jouer l'Olympique Lyonnais, qui est quand même, on va dire, le meilleur club de foot, l'un des meilleurs clubs de foot féminin dans le monde entier? J'ai toujours eu le rêve de jouer contre ces grandes équipes, ou même jouer dans ces équipes-là, parce que ça a toujours été mon rêve. Et j'ai aujourd'hui l'occasion de jouer contre des grandes joueuses qui sont très expérimentées, qui ont joué des grosses compétitions. Quand j'y pense, je me dis j'ai fait quand même du chemin. Ça reste beaucoup à faire encore et je suis très fière. Ça me donne en même temps des frissons de jouer contre un Wendy Renard qui a plus de 500 matchs dans sa carrière, et c'est un honneur pour moi. Ça sera vraiment